Bonjour à tous. Alors bienvenue pour ce webinaire du vendredi. Alors j'attends une petite minute avant de démarrer officiellement parce que je vois qu'il y a un bon nombre de personnes qui sont en train de se connecter. Donc pour que tout le monde ait le bon début, le bon déroulé, voilà, je patiente une petite minute et on va démarrer. Alors merci à tous d'être très nombreux à vous être connectés à ce webinaire concernant une gestion patrimoniale. Alors, on va revenir là-dessus longuement. Je trouve que le titre est assez évocateur de ce dont on va parler pendant la demi-heure qui va arriver. Donc, Sony Patrimoine 2.0, c'est le nouveau nom d'un fonds qui existe chez nous depuis un certain temps, qui s'appelait Sony Multistrategic Bonds. Et le sous-titre, la nouvelle équation patrimoniale, c'est un vrai sujet on va essayer de décortiquer un petit peu ce qu'on fait à l'intérieur de ce fonds-là et surtout ce qu'on a envie d'en faire et d'essayer de vous trouver un petit peu quelques idées un peu novatrices par rapport à cette typologie de gestion. Je vais me partager la parole avec Blaise. Bonjour à tous. Avec qui je travaille depuis très très longtemps, que vous connaissez également. Comment va se dérouler cette demi-heure? Globalement, on va faire un petit point assez basique de qu'est-ce qui s'est passé sur ces fameux fonds patrimoniaux. Pour être totalement transparent avec vous, c'est un ADN dont je ne suis pas très à l'aise. Tout ce qui est fonds flexibles, diversifiés, patrimoniaux, j'ai jamais été un très grand fan de ce type de gestion. J'ai plutôt été un fan de gestion un peu pure, ou des actions, ou des obliges, enfin quelque chose d'assez tranché. Et j'ai toujours eu du mal à comprendre ce qui avait fait le succès, parce que ça a été un véritable succès de l'ensemble de ces fonds patrimoniaux, flexibles, diversifiés, on les appellera comme on veut. Et au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence, c'est vrai que ça a été un vrai succès commercial. Et à un moment donné, avec Blaise, on s'est posé la question de se dire finalement comment nous, chez Sony, on serait capable de pouvoir structurer un fonds de cette nature-là et comment on pourrait faire finalement un fonds de cette nature-là, mais un petit peu moderne. D'où le nom Sony Patrimoine 2.0. Donc, on va essayer de revenir là-dessus. On va vous reparler effectivement de cette nouvelle équation un peu patrimoniale parce qu'à force de dire que le monde a changé, bien évidemment, il a changé, c'est sûr. Et on voit que finalement, le résultat de ces fonds dits flexibles patrimoniaux, quand il y a eu des périodes un peu tendues, que ce soit fin 2018, que ce soit en 2020, on a l'impression que les réponses, ce n'est pas exactement les bonnes. Donc, on fera un bilan un peu de ce qu'on a fait chez nous autour de cette thématique-là. Et on parlera bien évidemment de thème d'investissement parce que vous verrez que c'est un des sujets qui nous semble le plus important quand on parle de ce type de véhicule d'investissement. Alors, premier point, les fonds patrimoniaux, il s'est passé quoi? Moi, ce que j'intuitais et ce que j'entends par rapport aux besoins exprimés par les investisseurs, c'est que finalement, les investisseurs, ils cherchent quoi? Ils cherchent de la simplicité, ils cherchent de la transparence, évidemment de la liquidité et une gestion des risques finalement qui soit confortable par rapport à un univers qui est de plus en plus complexe. Quand je vois le comportement des actifs financiers depuis un certain nombre d'années, on s'aperçoit que de plus en plus les actifs financiers sont corrélés entre eux quand il y a des stress de marché. Le meilleur exemple pour moi, c'est ce qu'on a vu en fin 2018, où globalement 90% des classes d'actifs étaient corrélées entre elles. Donc finalement, les fonds historiques, patrimoniaux, flexibles, si on veut, finalement, tout le monde était un peu embarrassé parce que tout allait dans le même sens. Et c'était difficile de trouver quelque chose de relativement intéressant. Et ces principes de diversification qu'on a beaucoup exploité, qu'on vous a beaucoup vendu, à un moment donné, on a l'impression que cette diversification, elle ne diversifiait pas le risque, bien au contraire. Donc, c'était une problématique d'inadéquation entre l'offre et la demande. Et on voit d'ailleurs de plus en plus, et avec beaucoup d'humilité d'ailleurs, de déception au travers de ces différents véhicules d'investissement. Et on va essayer de vous montrer finalement ce qu'on a essayé de faire, nous, pour essayer d'endiguer cette déception et apporter évidemment une réponse aux besoins évoqués par les différents investisseurs. Alors, bien évidemment, au-delà de ça, la situation qu'on a vécue est assez exceptionnelle. On ne va pas revenir là-dessus sur tout ce qui s'est passé au niveau de la pandémie, au niveau des Covid et ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est que la situation qu'on a vécue, c'est une situation totalement inédite. Ça induit quoi? Ça induit que quand on a vécu quelque chose de totalement inédit, ça induit que la séquence suivante, elle est obligatoirement inédite. C'est-à-dire qu'essayer de reproduire les mêmes choses en disant finalement les mêmes causes reproduisent les mêmes effets, en fait, c'est impossible, on se trompe de chemin, parce que globalement, les mêmes causes, il n'y en a pas eu avant des causes de cette nature-là. Donc, cette cause-là, qu'est-ce qu'elle va produire comme effet? C'est tout le débat, à mon avis, qui est important, et quelle est la réponse qu'on va pouvoir trouver à cette situation exceptionnelle, totalement inédite, qui a induit déjà des réponses inédites en termes de solutions monétaires et budgétaires. Donc ça, c'est un point qui est important, parce qu'il y a beaucoup entre guillemets, de brouillard, mais on va essayer de vous montrer finalement avec quelle lumière nous, on arrive à éclairer tout ça. Alors évidemment, ça a des impacts forts sur plein de choses, sur les marchés financiers, sur l'inflation, sur tout un tas de thèmes. Et justement, c'est autour de ces thèmes qu'on va travailler pour vous expliquer ce qu'on a décidé de faire autour de tout ça. Donc, je vais laisser Blaise prendre la main sur l'explication de finalement ce que c'est Sony Patrimoine 2.0,
ce que c'est pour nous la nouvelle équation patrimoniale et comment finalement on peut trouver une réponse qui, on espère, sera satisfaisante par rapport à ce que vous pourriez être amené à chercher sur ces différents véhicules d'investissement. Blaise, je te laisse la main. Oui, en revanche, je ne peux pas passer les slides. Non, c'est moi qui vais les passer. Ah, d'accord. Alors, le profil type d'un fonds patrimonial, selon nous, moderne, efficient, c'est 3 briques qui nous semblent assez essentielles. C'est bien évidemment la prise en compte des paramètres techniques et des paramètres de liquidité. Ça a été évoqué par Christophe à l'instant, mais c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, par ces éléments, l'ensemble des corrélations qui étaient relativement stables entre les classes d'actifs et qui avaient très bien fonctionné dans la gestion flexible traditionnelle ne fonctionnent plus aujourd'hui par la présence d'acteurs très importants, de taille très importante, comme les banques centrales notamment, ou d'un univers réglementaire qui a évolué. Donc ça, c'est vraiment un des piliers, bien évidemment, sur lesquels on assoit notre réflexion. La compétence banque centrale, ça vous a pas échappé, ça a été évoqué à l'instant. C'est vrai que l'univers banque centrale, il a été driver de mouvements très forts de marché, que ce soit la fin d'année 2018, comme l'a rappelé Christophe à l'instant, qui est liée à une évolution bien évidemment de la politique monétaire, ou la reprise qu'on a chez nous analysée très tôt, d'ailleurs post-Covid, dès le printemps, avec un univers de relance très puissant. Donc c'est vrai que ça, on va le développer dans quelques instants quand on va parler du gérant, qui nous apporte cette compétence chez Sony, mais c'est véritablement indispensable. Et puis, le troisième pilier, c'est bien évidemment le côté non benchmarké de la gestion. On assume des risques, on a une approche qui nous semble être celle qui coche les bonnes cases des fonds flexibles modernes, c'est-à-dire une approche thématique, non pas par classe d'actifs. Et ça, c'est également un troisième pilier qui nous semble assez évident, c'est que compte tenu de tout ce qu'on a évoqué, on est obligé de passer d'une allocation par classe d'actifs à une allocation qui est plutôt une allocation par thème, dans lequel on retrouve bien sûr toutes nos convictions. Et c'est donc le troisième driver important, selon nous, de ce qui fait un fonds patrimonial moderne aujourd'hui. Sans oublier, bien sûr, on va en parler, la gestion des risques, parce que c'est au cœur du process, bien évidemment. Alors, l'équipe de gestion, c'est toujours important de mettre des visages sur des personnes qui, d'un point de vue opérationnel, gèrent le fonds. Alors, Étienne, qui est le gérant du fonds, vous avez peut-être eu l'occasion de le voir dans les médias, puisque c'est vrai qu'il s'exprime souvent, il porte la voix de Sony, que ce soit sur BFM Business ou sur Bismart, tous les mois. Comme je le disais à l'instant, ce qui fait son originalité, c'est son passé banque centrale. C'est quelqu'un qui a travaillé plusieurs années dans l'univers des institutions européennes. Donc, il a une très bonne lecture, bien évidemment, de ce qui se passe dans cet univers, parce que quand vous avez travaillé en univers banque centrale, vous continuez régulièrement à être invité à des réunions de politique monétaire, à échanger avec des gens de la BCE, par exemple. Et bien évidemment, tout ça est source d'informations précieuses dans une approche chez nous qui se nourrit dans la macroéconomie, dans l'univers de la liquidité, des flux et bien évidemment dans ce qui se passe dans les banques centrales. À côté de ça, il a un lourd passé de gérant de hedge. Et ça, c'est assez intéressant parce que un gérant de hedge, qu'est-ce que ça sous-entend? Voilà, Étienne, il a travaillé pendant de nombreuses années à l'étranger dans cet univers hedge fund, perf absolu, on l'a appelé par plusieurs noms dans le passé. Ça sous-entend que vous avez une technicité qui est forte parce que ce sont des gestions techniques. Ça sous-entend que vous maîtrisez des instruments également qui sont des instruments qui nous semblent indispensables pour opérer une bonne gestion patrimoniale, c'est-à-dire notamment des instruments dérivés. Vous avez un troisième aspect qui est très intéressant, qui est l'aspect psychologie. C'est-à-dire que les gérants de hedge, ils passent leur temps à se tromper. Alors, les bons gérants, en règle générale, ils ont plus souvent raison qu'ils n'ont tort. Mais ce sont des gens qui sont très peu dogmatiques. Et puis, il y a un élément qui est important également, c'est que on est dans un univers de désordre. Ça vous a pas échappé depuis la crise du Covid. Or, vous avez beaucoup de gérants qui sont des gens très ordonnés, mais les gens très ordonnés, ils n'arrivent pas à s'y retrouver dans un univers de désordre. Et il faut aller questionner ce désordre. Et c'est vraiment l'ADN de gérant de hedge également. Et puis, on va en parler dans quelques instants, mais il y a tout un réseau. Quand vous avez travaillé dans l'univers global macro très longtemps, vous avez développé tout un réseau qui est précieux.
Pascal, qui est la deuxième personne qui intervient d'un point de vue opérationnel sur la gestion du fonds, c'est un gérant quant, il a été risk manager chez DNCA et comme je vous l'ai dit, on va le développer tout à l'heure, le risque, la gestion des risques, c'est au cœur du process. Tout ça pour arriver à une approche qu'on juge pertinente, qui est une gestion vraiment multithématique. On l'a dit, on s'inscrit complètement à l'opposé des gestions par classe d'actifs, des gestions qui prônent les principes de diversification, parce qu'on va le développer, mais pour nous, la diversification n'est pas suffisamment source de performance et on se concentre sur des thèmes d'investissement. La couverture, on en parlera, et puis on verra bien sûr au fil de l'eau les plus-values également de ce tandem de gestion. Alors, je voudrais rajouter un point sur ce que vient de dire Blaise. C'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, de façon un peu abrupte, j'ai jamais été tellement fan de ces gestions patrimoniales, flexibles, diversifiées, traditionnelles. Et quand on s'est posé la question avec Blaise de dire, bon, allez, essayons de nous creuser un peu les méninges pour essayer de trouver quelque chose qui puisse être un peu différenciant, vers où on pourrait trouver de la différence. Et dans une structure entrepreneuriale comme Sony, la première différence, c'est la différence des hommes. Hein. C'est-à-dire qu'on l'a beau le répéter et le répéter, on le répétera toujours. L'humain, c'est un sujet qui est ultra important quand on fait des choses et quand on veut faire des choses un petit peu différentes. Et c'est vrai que la première idée qu'on avait avec Blaise, comme je l'avais eu d'ailleurs quand on a créé Sony, en voulant chercher absolument un ancien gérant de fonds en euros, où j'ai trouvé Jacques, évidemment, mon binôme, pour pouvoir créer Sony Euro Stratégique et tout ce qu'on a fait autour de tout ça. L'ADN qu'on a cherché à trouver là, c'est de dire il faudrait qu'on trouve un gérant banque centrale. Alors, on ne savait pas trop vers où on allait aller, mais pour nous, l'intérêt du gérant banque centrale, c'est de se dire on ne peut pas juste balayer d'un revers de main ce qui se passe aujourd'hui dans les différents marchés financiers, avec un acteur omniprésent et omnipotent qui sont les banques centrales. Et au-delà de dire, bon, bah voilà, la banque centrale, elle est partout, il y a des flux, il y a patati et patata, si on n'a pas quelqu'un qui est capable de comprendre les mécanismes, de les analyser et de les transformer d'un point de vue opérationnel en termes de gestion, il nous semble qu'on rate un bout du chemin. Et c'est l'angle qu'on a choisi avec Blaise de dire, voilà, trouvons un gérant banque centrale. Il se trouve qu'on a eu du bol et il en faut de temps en temps parce que Étienne, c'est quelqu'un d'assez formidable et qui a réussi finalement à s'intégrer assez facilement dans ce qu'on souhaitait faire, pardon. Et donc ça, c'est vraiment, j'insiste sur ce point-là, parce que des gérants de banque centrale à Paris aujourd'hui, ils ne sont pas légion, ils ne sont pas nombreux, et dans une structure de la taille de Sony, c'est une valeur ajoutée qui est très importante, et on le verra tout à l'heure quand on rentrera un peu dans le détail de ce qu'on a réussi à faire avec ce fonds. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans la tête du gérant, quels sont ses mantras, quel est l'ADN de ce fonds, notre ADN? Ces trois éléments fondateurs, c'est bien évidemment, et je l'ai évoqué tout à l'heure, une approche qui est assez top-down, qui part quand même de la macro et qui va nourrir bien évidemment son analyse dans à la fois le réseau ancien banque centrale du gérant, je l'ai évoqué, et ça c'est un élément qui est fondamental parce que il y a une approche très particulière quand vous regardez les publications, la façon dont communiquent les banques centrales. Pour arriver à décrypter tout ça, il faut avoir été dans le sérail quelques années dans cet univers-là pour bien l'analyser. Identifier les macro-tendances les plus porteuses, c'est pareil, je pense que ça rejoint ce sujet BCE, comme je l'évoquais il y a quelques instants. Quand vous avez été gérant global macro pendant de nombreuses années, vous restez dans un réseau d'informations, vous partagez énormément de choses avec cette communauté qui est finalement une petite communauté. Et c'est vrai qu'Étienne, il a la chance de faire partie d'un groupe qui est un peu comme une plateforme Slack, qui est un groupe d'échange de gérants global macro, de gérants Edge. Et je vais illustrer ça juste avec un exemple et qui va vous montrer que c'est très précieux. C'est-à-dire qu'au moment de la crise du Covid, nous, ce sont des risques qu'on a couverts dans les portefeuilles, dans le portefeuille Sony Patrimoine 2.0 dès février. Et bien, finalement, quand vous êtes sur des plateformes d'échange, vous échangez avec des gérants Edge qui sont pour beaucoup en Asie. Très tôt, ils vous disent que le Covid est en train de se répandre comme une poudrière en Asie. Donc, si vous voulez, c'est un exemple, mais quand vous avez ce réseau d'informations, dans une maison comme Sony, qui est une maison à taille humaine, c'est extrêmement précieux parce que ça vous permet de challenger votre vision et puis également d'avoir une approche un sourcing d'informations très global. Le deuxième point qui est très original dans ce fonds, c'est finalement la remise en cause permanente des biais cognitifs. Et ça, c'est pareil, je vais l'illustrer juste avec deux exemples, vous allez comprendre tout de suite. Un exemple qui est assez récent, qui est l'exemple des vaccins. Rappelez-vous, il y a un an, tous les gérants disaient le vaccin, ce ne sera pas avant 2021, enfin 2022, 2023. On disait au moins 2 ans. Mais d'où ça sort finalement, ce au moins 2 ans? Donc c'est vrai que
Étienne, il a la curiosité d'aller interroger les labos, parce que quand vous cherchez une information, il faut interroger les labos. Il était connecté à la conférence de presse du PDG de Moderna, enfin, qui n'était pas une conférence de presse, pardon, qui était une conférence auprès des anciens élèves de Centrale. Et là, le PDG de Moderna, il vous dit quoi? Il vous dit, le vaccin, il est prêt, il est ultra efficace, il va sortir, on n'est pas les seuls. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez que derrière peut s'enclencher un thème de normalisation, qui est un des thèmes forts du fonds. Et c'est très révélateur de la façon dont travaille le gérant. Il remet en cause les biais cognitifs. Et un deuxième exemple, qui est beaucoup plus récent, beaucoup plus d'actualité, c'est l'inflation. Si vous regardez ce sujet de l'inflation, il y a quelques mois, la plupart de notre écosystème était dans le déni. On est passé du déni à une situation dans laquelle on dit bon, alors oui, effectivement, il y a un petit peu d'inflation, mais ce sont des effets de base. Et puis, on est maintenant dans une situation dans laquelle on dit bon, alors c'est peut-être un peu plus que des effets de base, mais c'est transitoire. Mais transitoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça va durer 2 mois, 6 mois, 1 an. Donc, c'est vraiment extrêmement original et très révélateur de la façon dont on réfléchit pour articuler une allocation par thème. Et puis, ça m'amène au troisième point, qui est finalement que de tout ça ressort non pas une allocation par classe d'actifs, mais véritablement une allocation par thème de gestion. Alors, en résumé sur une seule slide, Sony Patrimoine 2.0, c'est un fonds patrimonial global macro, avec donc un objectif de perf absolu. Ça, c'est important. On le voit pour ceux qui se soucient de l'accélération de l'inflation ou de la hausse des taux, il a une plage de sensibilité qui est large, puisqu'on peut être en duration négative. On y reviendra dans quelques instants, puisque c'est le cas depuis plusieurs mois maintenant dans le portefeuille. Et on a une approche avec la gestion des risques au cœur du process qu'on va développer dans quelques instants également, mais c'est un des piliers, une des briques élémentaires de cette gestion. Et comme on l'a dit, les thèmes d'investissement, qui sont les thèmes sur lesquels on va se positionner, doivent pouvoir s'exprimer sur un large panel de classes d'actifs, bien évidemment. Ça nous paraît assez fondamental. Par exemple, quand vous jouez la hausse des taux, vous pouvez très bien vous exposer à l'univers equity bancaire, tout comme vous pouvez vous exposer au taux d'intérêt directement en étant en sensibilité négative, short de taux, pour profiter de la hausse des taux, par exemple. Donc voilà, une approche vraiment non dogmatique et qui nous semble répondre à l'environnement dans lequel on évolue depuis déjà quelques temps et dans lequel on va rester. Alors, ce qui est important dans ce que vient de dire Blaise, c'est que sur ce type de véhicule d'investissement, on voit bien qu'on a la capacité de faire beaucoup de choses. Maintenant, quand on l'a appelé Sony Patrimoine 2.0, c'est d'essayer de trouver aussi quels étaient les éléments de modernité. Alors, le premier élément de modernité qu'on vous a expliqué, c'est que voilà, un gérant banque centrale dans une structure à la taille de Sony sur un marché parisien, c'est assez novateur pour le coup, parce qu'il y a peu de gens qui ont cette capacité à analyser tout cela. Donc ça, c'est un élément qui est très fort. Le deuxième élément qui nous semble très fort en termes de modernité, c'est la notion de contrôle des risques. C'est-à-dire que c'est un sujet qui a été beaucoup abordé, sur lequel beaucoup de gens ont travaillé, et on a cherché chez Sony quel était finalement le contrôle des risques qui semblait le plus opportun pour ce type de véhicule d'investissement qui pourrait paraître pour certains d'entre vous ou trop compliqué, ou trop discrétionnaire, ou sur lequel on n'a pas de visibilité par rapport à ce qui pourrait se passer. Et donc là, c'est pareil, on a creusé très fort cette notion de contrôle des risques. Je vais laisser Blaise vous l'expliquer le plus simplement possible parce que ça peut paraître complexe, mais vous allez voir que vous allez très vite comprendre quel est le côté moderne de ce contrôle des risques qu'on a déployé chez Sony. Blaise, je te laisse. Alors, c'est moi qui vais dérouler, mais voilà, on va essayer de le faire de façon très didactique. Alors, c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est au cœur du process. Beaucoup d'entre vous sont familiers avec la notion de VaR, qui est une notion qui a été transposée de l'univers des risques bancaires à l'asset management, qui a été très popularisée depuis plus de 10 ans maintenant. Et notre analyse, c'est que la VaR n'est pas suffisante. D'ailleurs, la VaR n'a pas empêché des chocs comme la faillite de Lehman, par exemple. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'univers bancaire, l'approche des risques a évolué, qu'on n'utilise pas que la VaR, mais qu'on utilise également la VaR conditionnelle, la CVaR, sans rentrer dans un détail trop technique, parce que vous savez que ce n'est pas l'ADN de Sony. Mais grosso modo, qu'est-ce que vous dit une VaR? Elle vous dit ce que vous allez perdre dans 95% des cas.
mais malheureusement, elle ne vous dit pas ce qui se passe dans les 5% qui restent. Ce qu'on appelle les risques extrêmes, les signes noirs, que sont le Covid, que sont la faillite de Lehman. Donc nous, très simplement, on appréhende les risques, non pas dans ce qui se passe dans les 95% des cas, mais plutôt dans ce qui peut se passer dans les 5% de cas qui sont très peu probabilisés et qui, en fait, quand ils se produisent, sont ceux qui font le plus mal sur le marché. Alors pourquoi on fait ça? Parce que dans un fonds patrimonial, qui est un fonds dans lequel finalement un client délègue le choix, le pilotage des actifs, eh bien sa question très récurrente, très souvent, c'est mais si ça se passe mal, combien je peux perdre? Et donc il faut pouvoir répondre à cette question. La VAR ne permet pas d'y répondre, en tout cas pas de façon satisfaisante. C'est pour ça qu'on utilise cette prise en compte des risques extrêmes et de leur impact sur la VL du fonds. Donc un client qui rentre sur Sony Patrimoine 2.0, il sait que s'il y a un Lehman Brothers demain, il perdra tant de pourcents. Et ça, on est très transparent, on le communique tous les 15 jours. Alors ça, on ne le fait pas tout seul avec nos petites mains. Bien évidemment, ça a été un travail qu'on a fait il y a quelques années de développer des modèles qu'on a développés avec Chapuis Alder, qui est une sommité dans la gestion des risques bancaires, qui travaille avec les plus grandes banques du monde et toutes les banques centrales, et donc qui est venu nous développer les modèles de risque de prise en compte de ces situations extrêmes de marché et du drawdown qu'elle génère sur les fonds. Voilà. Alors, c'est effectivement un point très important, cette notion du contrôle des risques, parce qu'au bout du compte, c'est des sujets sur lesquels il peut y avoir eu ou des incompréhensions ou des raccourcis de langage un peu trop rapides. Moi, je trouve que cette idée de dire, voilà, quand le client rentre, il sait globalement la perte maximum qu'il est capable d'absorber sur le fonds. Et d'ailleurs, on l'a vécu, Bilal y reviendra tout à l'heure, mais au pic de la crise du Covid en mars 2020, cet outil a très bien fonctionné parce que la perte maximale qu'on avait exprimée grâce à la CEVAR, c'est la perte maximale qui s'est produite. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une vraie corrélation entre l'outil qu'on a déployé et la réalité opérationnelle. Et ça, c'est toujours important parce que, au-delà de concepts, de choses qui peuvent paraître un peu complexes, quand au quotidien, les mains dans le cambouis, on se rend compte que ça fonctionne et que les chiffres sont bons, c'est un élément révélateur qui est très important. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, le premier bilan, c'est quoi sur Sony Patrimoine 2.0 ? Le premier bilan, il est plutôt positif. Globalement, on va le faire simple, c'est un fonds. Alors, juste un petit point de détail, mais c'est important pour ceux qui nous connaissent bien. C'est un fonds qui s'appelait par le passé, alors c'est une petite digression, mais qui s'appelait Sony Convertible. C'est un fonds qu'on a changé pour le transformer en Sony Patrimoine 2.0. Alors pourquoi on a gardé le même code ISIN que Sony Convertible? Vous allez comprendre assez rapidement, c'est que à cause de nos amis, nos amis assureurs sont parfois un peu complexes quand il s'agit de référencer des fonds. Et quand vous avez un fonds qui est déjà référencé, vous préférez garder l'historique, tant pis s'il n'était pas super, mais au bout du compte, vous continuez le canal de référencement, ça vous permet de gagner beaucoup de temps et d'être déjà opérationnel vis-à-vis des compagnies d'assurance. Donc, d'où le code ISIN qu'on a conservé. Mais globalement, Étienne a commencé à gérer le fonds depuis, on va dire, depuis début 2020. C'est ce qu'on vous a mis ici. On s'aperçoit que le fonds s'est plutôt très bien comporté parce que la perf a été bonne. En 2021, on est deuxième de notre catégorie, donc on est très content. La perf 2021 est de plus 8%, donc on a bien travaillé versus, alors peu importe la catégorie, mais globalement, en valeur absolue, on a plutôt bien travaillé. Et ce qui est intéressant dans ce graphe, c'est que globalement, ça a plutôt répondu aux attentes que l'on avait. Et surtout, ce qui était assez intéressant, c'est qu'au pic de la crise, donc c'est un fonds qui a perdu 12%, mais au-delà de la perte de 12%, qui était d'ailleurs la perte qui était identifiée par la CEVAR, ce qu'on expliquait juste au préalable, on s'aperçoit que c'est un fonds qui a réussi, en l'espace de 3 mois, à récupérer cette perte de 12%. Donc la recovery, qui est un élément qui est aussi pour moi très important quand il y a des baisses de marché, elle a été très forte, très rapide, et c'est ce qui nous permet d'être ici très confortable aujourd'hui quand on vous présente ce fonds. Alors, pour aller un peu plus loin, quel est le positionnement du portefeuille aujourd'hui en termes de risque? Blaise, je te laisse reprendre la main là-dessus, parce que tu parlais de sensibilité négative tout à l'heure, de pouvoir exprimer exactement là où on en est aujourd'hui et comment le fonds il est positionné. Oui, alors c'est une bonne illustration de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas un fonds d'allocation par classe d'actifs, mais c'est un fonds d'allocation par thème d'investissement. Et donc, on analyse non pas la position sur les classes d'actifs, mais finalement la contribution au risque du portefeuille, qui nous semble beaucoup plus pertinente et qui est très cohérente avec ce qu'on vient d'évoquer. Ce qu'on voit également, et je l'évoquais aussi, on va y revenir quand on parlera des thèmes du portefeuille, mais c'est cette sensibilité négative qui effectivement traduit le positionnement du fonds à la hausse des taux
qui est un positionnement qu'on a adopté depuis plusieurs mois à la hausse de l'accélération de l'inflation également. Et tous les fonds n'ont pas cette capacité, voilà, tous les fonds patrimoniaux n'ont pas cette capacité à pouvoir être en sensibilité négative. Et puis ensuite, comme je l'évoquais tout à l'heure, la sensibilité négative, il faut maîtriser la technicité des instruments, il faut savoir les traiter, il faut savoir les calibrer également. Et bien sûr, c'est toute la valeur ajoutée d'Étienne, du gérant. On voit une CEVAR à moins 7,2, donc on en reparlera également dans quelques instants, mais comme on l'a dit, c'est un fonds dans lequel on est positionné sur des thèmes d'investissement. On est très transparent sur le niveau de risque du portefeuille, mais on assume ces thèmes. Ça peut supposer parfois des périodes où il y a un petit peu de volatilité, mais en tout cas, il n'y a rien de chimique, il n'y a rien de pas transparent. On est extrêmement transparent sur cette notion de risque embarqué, de contribution au risque, etc. Hop là, j'arrive. Alors, Blaise parlait des thèmes d'investissement, c'est un sujet qui est important. On l'a répété à plusieurs reprises, mais c'est pas un fonds d'allocation d'actifs. C'est un fonds sur lequel on va choisir des thèmes d'investissement. Et l'idée, c'est comment après, avec les outils à notre disposition, on va faire que ces thèmes d'investissement se transforment en points de performance. C'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Donc, Blaise, je te laisse la main sur les thèmes principaux en termes de gestion pour corroborer ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, je déroule tout comme ça, on a la visibilité sur l'ensemble des choses. Oui, comme on le disait, effectivement, c'est un fonds multithématique, Sony Patrimoine 2.0. Le fait d'aborder le positionnement du portefeuille au travers des thèmes, ça me paraît assez fondamental parce que ça donne un côté extrêmement concret à cette gestion. On peut la toucher du doigt, c'est-à-dire que les thèmes d'investissement qui sont mis dans le portefeuille, qui sont déployés, sur lesquels on travaille, sont des thèmes que tout un chacun peut comprendre et qui sont tous bien évidemment également très cohérents entre eux. Donc on a ce premier thème de la reflation-inflation, qui est un thème sur lequel on a généré un niveau de performance très satisfaisant, qui est un thème sur lequel on est positionné depuis maintenant une dizaine de mois, qui est un thème sur lequel on s'est positionné très en amont, comme je l'ai rappelé, par une bonne analyse des vaccins, et qui est un thème que vous comprenez tous, qui est celui, par l'arrivée des vaccins, de la possibilité qu'on a maintenant d'entrevoir une normalisation de notre quotidien. Et puis, qui dit normalisation du quotidien, dit bien évidemment également normalisation de l'économie. Donc, cette thématique, elle a été jouée au travers de positions short sur les taux longs US. Elle a été jouée au travers de positions sur le secteur de l'énergie, par exemple, donc sur des secteurs qui sont positionnés à la réouverture des économies. Donc, un thème que tout un chacun peut comprendre, et puis un point d'attention particulier sur un sujet qui fait peur à tout le monde, qui est l'inflation. Et bien évidemment, c'est un sujet qui est monitoré de façon permanente chez nous et qu'on questionne, sur lequel on essaye justement de ne pas avoir de biais cognitifs. Le deuxième thème qui est très cohérent avec le premier, c'est la rotation sectorielle qui s'est enclenchée post-arrivée des vaccins, parce que qui dit arrivée des vaccins dit bien évidemment retour en grâce de tout un tas de secteurs qui avaient été complètement massacrés par le Covid. Et bien évidemment, cette perspective de normalisation, elle permet à tous ces secteurs de revenir dans une situation beaucoup plus confortable. Et ça, c'est aussi un mouvement qu'on a très bien capté dans le portefeuille, au travers de positions, par exemple, long-short, longue sur l'univers value cyclique et short de croissance, par exemple. Et puis le troisième thème qui va également, bien évidemment, de façon très cohérente avec les deux précédents, c'est ce thème de la planche à billets et donc la thématique de la baisse tendancielle du dollar, toute cette thématique du debasement, comme le disent les Américains. C'est vrai que c'est un niveau de création monétaire très élevé qui a beaucoup accéléré. On a créé 25% de dollars en plus l'année dernière, donc tout ça est colossal. Et tout ça génère bien sûr des effets sur le prix du dollar contre d'autres devises. Donc voilà, trois thèmes assez simples que tout un chacun peut facilement comprendre. Comme on le disait, ce n'est pas une approche dogmatique. Donc les thèmes, à partir du moment où on estime qu'ils ont donné ce qu'ils avaient à donner, ou ça peut nous arriver de nous tromper également, on a une capacité à bien évidemment faire évoluer
l'exposition à ces thèmes de façon très rapide, notamment par la nature des instruments qu'on utilise. C'est vrai que le trade de rotation, c'est un trade sur lequel on estime qu'il y a une bonne partie du chemin qui a été fait et qui nous permet d'embrayer sur un trade plus large d'expansion, qui est une vision finalement quand même assez positive des perspectives économiques qu'on a devant nous. On est conforté d'ailleurs par toute la data qui peut tomber. Et donc, on passe d'un trade rotation à un trade beaucoup plus large, croissance, avec bien évidemment toujours ces points d'attention sur l'inflation, avec bien sûr un intérêt particulier pour l'univers value, comme le secteur bancaire par exemple, ou l'univers de la consommation, avec voilà, une trame de fond qui reste un univers de relance budgétaire très significative. On l'a encore vu avec les déclarations récentes aux États-Unis. Donc, voilà, un fonds multithématique très concret, très moderne et qui a la capacité à faire évoluer ses positions de façon extrêmement rapide et pertinente. Parfait. Je pense que ça a été très clair. Alors évidemment, le fonds il est référencé dans toutes les bonnes crèmeries, en tout cas les bonnes plateformes avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Et puis pour conclure, faire un point global en une seconde sur la gamme, parce que pour ceux qui n'auraient pas du tout aimé cette présentation, alors je ne vois pas pourquoi, parce que je pense que c'était très bien et globalement vous avez eu beaucoup d'informations. Et pour ceux qui n'aimeraient pas les fonds patrimoniaux et qui se disent finalement celui-là il apporte rien de plus que ce qu'on a pu avoir déjà et finalement ça n'a pas grand intérêt, on sait faire d'autres choses évidemment chez Sony, mais quand on regarde finalement ce qu'on a réussi à faire depuis la crise, j'ai envie de dire, on se rend compte que quand Blaise disait tout à l'heure, on a une vision qui est plutôt positive de l'écosystème dans lequel on est. On a vu assez vite qu'il fallait mettre le curseur du bon côté en termes de risque très rapidement en avril, mai de l'année dernière. Et ça se voit évidemment dans les performances des fonds et ça se voit dans l'ensemble des classements où globalement on est plutôt très bien positionné. Enfin, quand vous avez un fonds comme Sony Eurocrédit Opportunité, alors qui est l'ancien nom, qui est le nouveau nom de Sony Euro Stratégique Plus, parce qu'on a aussi changé ce nom-là. En fait, pourquoi on a changé le nom de deux fonds? Tout simplement parce que l'univers dans lequel on est, à force de dire l'univers il a changé, le monde a changé, si on n'adapte pas non plus le nom des fonds avec ce qu'ils font véritablement et ce à quoi ils correspondent, on rate un bout du chemin. Un fonds comme Eurocrédit Opportunité, alors qu'on vous dit depuis le début de l'année, il ne faut pas faire d'obliques, c'est n'importe quoi, c'est la fin du monde. C'est le premier fonds sur une catégorie de 927, donc c'est assez colossal, avec des performances 21 qui sont de plus 3,10, des performances sur un an qui sont assez de bonne qualité, et sur un fonds obligataire, donc de nouveau, on peut générer de la performance aussi sur les obliques, comme on l'a fait sur Eurostratégique d'ailleurs, qui est notre vaisseau amiral historique, on est quasi à plus 2 depuis le début de l'année, avec des belles performances sur un an, un super classement. Et puis après, quand on regarde ce qu'on a réussi à faire aussi sur notre gestion action, parce qu'on a déployé ça au travers de Sony Manager, que vous connaissez déjà, ou d'un nouveau fonds qui s'appelle Sony Recovery, on s'aperçoit que l'univers de performance, il est plutôt assez sexy, qu'on a très bien travaillé, donc on ne va pas se flageller en disant, voilà, on ne va pas cacher ces performances-là, elles ont été de très bonne qualité. Et on est assez content de ce qu'on a fourni jusqu'alors. Et elles ont été aussi de très bonne qualité sur tous les fonds dédiés qu'on a générés, à la fois sur de la gestion de trésorerie d'entreprise, sur d'autres choses. Donc, un univers dans lequel finalement on a une bonne vision avec une équipe qui est plutôt très pro, qui est plutôt très senior. Et je crois qu'aujourd'hui, quand même, dans l'univers dans lequel on vit, la seniorité, c'est un vrai sujet. Et en tout cas, chez Sony, on a l'impression d'avoir bien travaillé autour de tout ça. Alors, on en a terminé. Juste un dernier point. S'il vous reste une minute, en fait, je vais vous soumettre un sondage. Je vais le faire partir tout de suite. Si vous avez une minute pour répondre, voilà, je crois que ça a marché. Voilà, vous choisissez une des réponses et puis je vous donnerai le résultat quand il va s'afficher. Voilà. Normalement, je ne sais pas comment on fait pour trouver le résultat. Alors. Et donc, le résultat, l'extrêmement grande majorité a voté pour la réponse 3, un concept à réinventer. Je ne vais pas dire que ça me satisfait, mais en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, en tout cas, est-ce que la réinvention aura été bonne? J'en sais rien, mais en tout état de cause, c'est ce qu'on a cherché à creuser, c'est ce qu'on a cherché à faire. Donc, ravi que ce soit effectivement la solution 3 que vous avez plus que majoritairement, quasi exclusivement choisi. Merci à tous. On a fait 5 minutes de rab, mais c'est pas très grave. On est qu'entre nous, donc c'est assez confortable. Merci à tous. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Vous blesse ou moi. Merci à vous tous. À disposition pour
pour travailler l'ensemble des sujets qu'on a évoqués. Merci à tous et j'espère à très bientôt. À bientôt.